l'invitation qui nous est faite d'écrire un texte court, mais qui porte aussi sur les objectifs et les principes. Bon, moi j'ai essayé de faire cet exercice-là. Il me semble qu'il y a un des principes qu'on a évoqué, qui est celui de la proportionnalité, qui répond quand même assez clairement à notre affaire de droit de saisine, droit de pétition, comment ça se passe. Aujourd'hui, le seuil, qu'est-ce qui déclenche une procédure de participation? C'est un seuil de taille de projet. Si on affirme dans les principes que peut également déclencher un processus de participation un seuil de conflictualité, premier point, et deuxième point, un seuil d'enjeu relatif, deuxième point, on a déjà les lignes directrices, effectivement, pour l'application de ce droit de saisine. Un seuil de conflictualité, c'est effectivement lié à la mobilisation des citoyens, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une contestation, concrètement, et on peut mesurer ce seuil de conflictualité. Je prends seuil avec beaucoup de guillemets parce que ce n'est pas un terme que j'apprécie, mais c'est pour faire le parallèle avec le seuil dans les tailles de projet. Donc, à un certain seuil de conflictualité exprimé, effectivement, on déclenche une procédure. Deuxièmement, à un certain seuil d'enjeux relatifs, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enjeux mesurés en termes de taille, mais ce sont les enjeux mesurés relativement à leur contexte, qui effectivement, là aussi, si on dépasse ce seuil, alors on déclenche une procédure de participation. Voilà un simple point sur lequel je voulais prendre appui pour vous dire qu'à mon sens, dans notre travail, on peut tout à fait faire le lien entre cet énoncé des principes et ce qui en découle de façon extrêmement opérationnelle. Le seuil de conflictualité, effectivement, on peut juger qu'il est à 10 000 habitants sur une région. En tout cas, on peut essayer de travailler sur cette question-là de façon assez précise. Je voulais ensuite faire état de deux propositions, sans m'étendre sur la question du référendum, même si à mon avis elle est intéressante. Première proposition, c'est la question de la simplification, et pour essayer de régler cette affaire de l'amont et de l'aval. On a quand même, dans l'article 6.5, enfin 6.4 et 6.5, effectivement des choses qui ont quand même le même esprit, globalement. C'est qu'il faut commencer très tôt. Et puis on a une charte qui dit que le public a le droit de participer à l'élaboration de la décision. Ma proposition, elle est toute simple, elle est de considérer que sur la participation amont, on simplifie et on crée une seule et unique procédure, avec une exception qui est celle du débat public. Cette procédure s'appellerait la procédure de participation du public à l'élaboration du projet. C'est tout. De considérer qu'à l'amont, on parle de quoi? On parle d'élaborer le projet. À partir des besoins, à partir des fonctionnalités, à partir de plein de choses, mais on est bien dans l'élaboration. Ça reprend les termes de la charte de l'article 7, c'est relativement simple, et ça signifie qu'à la fin de ce processus, on a fini d'élaborer le projet, et qu'on a bien une procédure finale, enquête publique par exemple, qui n'est plus là pour élaborer, et qui est là pour concrètement sanctionner, avec tous les guillemets possibles, pour sanctionner un projet qui est élaboré. Ce cliquet final, ça peut être l'enquête publique, c'est peut-être là aussi qu'on peut trouver le référendum, ou la consultation, comme étant effectivement un moment où on met en discussion quelque chose qui est finalisé, qui est élaboré. Donc ça, c'était ma première proposition, dans un souci de simplification, dans l'esprit aussi que le citoyen s'y retrouve, qu'il sache qu'effectivement, quand on lui dit que c'est à l'amont, eh ben, c'est pour élaborer le projet, quand on lui dit que c'est à l'aval, c'est l'enquête publique, c'est pour décider in fine de l'utilité publique ou de l'intérêt général du projet. La deuxième proposition, ça concerne, donc je détaillerai dans ce texte que je vous enverrai, il y en a beaucoup d'autres, mais ça concerne cette question du droit d'initiative, on en a pas mal parlé déjà ce matin. Il me semble qu'aujourd'hui, effectivement, on aurait intérêt à mettre ce droit d'initiative, à le cadrer le plus possible, bien entendu, et, si possible, à le mettre dans les mains d'une autorité indépendante. Alors, il y a eu beaucoup de discussions sur haute autorité, c'est vrai que je ne suis pas fan de cette logique-là, mais bon, cette terminologie, mais on parle aussi de territoire. Il me semble qu'aujourd'hui, la proposition qui a été faite par le vice-président de la CNDP lors de sa venue, de créer des commissions régionales du débat public, j'ajouterais le débat public et de la participation, donc une sorte une CNDPP nationale qui ensuite aurait des sortes de succursales ou de filiales, je ne sais pas, des CRDPP en tout cas. Et il me semble que l'ensemble de nos propositions peuvent assez bien s'articuler avec la création de ces structures, en essayant d'en minimiser les coûts, c'est-à-dire de faire en sorte que leur fonction au niveau régional ne soit pas d'organiser un débat public régional. Moi je pense que le débat public c'est une question nationale, il faut que ce soit la CNDPP qui en discute, qui en débatte, et par contre que cette autorité régionalisée, que ces succursales ou ces filiales régionales, à mon avis avec un lien organique très fort avec la CNDP, que ces structures régionales puissent effectivement être l'instance saisie pour un certain nombre de choses, pour le droit de pétition, pour un certain nombre d'autres points, et qu'elle soit également l'instance qui peut statuer sur les demandes de contre-expertise ou d'un certain nombre d'autres choses. Et puis j'en finirai, Monsieur le Président, si vous me permettez, avec
un point sur l'amont, excusez-moi, je suis peut-être passé un peu vite, un point sur l'amont qui est cette question du démarrage. On est un peu coincé dans nos affaires d'amont et d'aval. La réalité, c'est qu'à mon avis, la concertation, la participation, ça a surtout un début et une fin. Ça n'a pas de phase. Où les phases peuvent être diluées, et même le séquençage me semble pas possible, pour une raison simple, on l'a dit, l'opportunité, ça va jusqu'à l'enquête publique, on discute de l'opportunité en réalité, jusqu'au bout. Donc, c'est en fait des processus relativement circulaires. Par contre, ce qu'on peut garantir, c'est que ces processus se passent entre un démarrage et une fin. Donc je reviens sur la proposition qui avait déjà été faite, d'une déclaration d'intention, qui est effectivement, dont le contenu doit être absolument spécifié, je ferai des propositions plus précises dans ce champ-là, cette déclaration d'intention qui est effectivement le point de départ. Et à partir de cette déclaration d'intention, on a véritablement l'ouverture, mais il faut bien être clair qu'il y a aussi une fermeture, que le débat ne continue pas ad vitam aeternam. Je vous remercie de votre attention et j'essaierai donc, d'ici lundi soir en tout cas, de vous envoyer un document plus précis. Entendu. Ensuite, M. Blondiot. D'accord. Non, simplement un mot qui ne sera pas une contribution véritable au débat, pour dire que je m'associe vraiment à ce que propose Étienne Balland. Et puis simplement une réaction à ce que disait Madame Cromarec sur la possibilité que nous ayons de distinguer le public concerné, et en me demandant si dans votre esprit ça renvoie à l'idée de partie prenante, de public organisé, à distinguer du public général. À mon avis, la seule notion qui vaille, alors je ne sais pas quelle en est la traduction juridique, mais la seule notion politique qui vaille, c'est celle de public affecté par la décision. Et par définition, elle est mouvante, large, et elle n'est pas stabilisée dans des instances de représentation formelle. Oui, voilà. Mais à la fin, je retrouve la question qui est quelle est la sanction? Ou bien c'est irrégulier, ou bien c'est régulier. Et c'est un juge qui l'appréciera en fonction d'un droit, qui est d'interprétation stricte. Donc ça ne peut pas être caoutchouteux. Il faudra bien se mouiller. Absolument. Le côté on fait comme on a dit, ce pays en meurt, excusez-moi. Absolument. Madame Cour. Oui, moi je voulais répondre à une de votre question, en tout cas pas y répondre, mais donner un avis vu des régions concernant les associations agréées. C'est une vraie difficulté. Dans la région où je suis, elles ne sont pas forcément toutes représentées. Nous avons des pans entiers du territoire où il n'y a pas d'association agréée. Ça pose une vraie difficulté. Donc je ne suis pas du tout contre qu'il y ait des associations agréées nationales, mais il faut dans les régions des processus de reconnaissance d'interlocuteurs. Et quand il n'y en a pas, nous avons ce paradoxe que nous avons rencontré, d'avoir des associations actives sur ces champs-là qui n'arrivent pas à être agréées parce qu'il y a un lobby très puissant des élus, que je suis bien placée pour connaître, de connivence avec souvent le sous-préfet local, et puis il y a un certain nombre de choses, et elles n'arrivent pas à être invitées aux tables où les choses se discutent, parce qu'on leur dit « vous n'êtes pas association agréée ». Donc on a très peu de véritables associations agréées qui sont dans les territoires. On s'est retrouvé dans des SAGE interdépartementaux où on avait comme association agréée, en gros, c'était les chasseurs. Donc c'est un déséquilibre trop important. Donc ce que je voudrais faire, c'est appel à ce qu'il y ait une réflexion sur comment on valide, quel est le processus de validation possible, intéressant, pour que dans les régions, il puisse y avoir des associations agréées. On a par contre des associations qui ont une antériorité historique très importante, qui sont des associations tout à fait régionales. Je pense dans ma région à Environnement, Développement Alternatif, comme les associations qui ont levé avec le professeur Vivier la question des pollutions sur Métal Europe. Donc qui sont des associations de grandes compétences, mais qui n'ont pas de vocation autre quelque part que régionale. Alors elles peuvent être dans des réseaux après de fédérations, mais moi je voulais vous poser, c'est une vraie difficulté, il ne faut pas la sous-estimer en répondant simplement par des associations agréées nationales. Voilà l'interpellation que je voulais faire. Eh bien, tout ça me paraît former la base d'une excellente argumentation pour dire qu'on ferme ce dossier. Parce que on ne va pas réinventer la roue dans le mois qui vient. À mon avis, ce sujet est une impasse. Je crois que la conclusion est claire. Madame Laplante. Ben, je voulais aller dans le même sens pour dire que le terrain a démontré que, justement, avec tous les grands projets qu'on a auditionnés, ce sont des mouvements citoyens qui ne se reconnaissent pas
globalement, hein, et qui l'ont dit clairement qu'ils ne se reconnaissent pas dans les associations agréées, dites représentatives. À la limite, un mouvement de citoyens, un collectif de riverains, etc., qui va réunir 10 000 signatures ou 15 000 signatures, en quoi serait-il moins légitime qu'une association, et là je parle à la limite contre mon camp, hein, moins légitime qu'une association nationale agréée à qui on demande d'avoir 2000 adhérents pour pouvoir être agréé. Donc je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la reconnaissance et la participation de ces mouvements à toutes les étapes. Ce n'est jamais la question que j'ai posée. Non, mais... C'était pas l'un ou l'autre. N'est-ce pas? C'était, est-ce qu'en plus, on confie une mission qui aurait une sanction juridique aux associations agréées? Moi, je crois que tous les arguments qui ont été échangés montrent que, très clairement, la réponse est non. Parce que ce sera contestable avec de vrais motifs. Donc, c'est la liste de citoyens, point barre. Je crois qu'il n'y a pas d'alternative. Si quelque chose empêche, c'est que si on en fait excusez-moi, je suis peut-être un peu insistant, mais à la fin, ceci va être la condition de régularité d'une décision publique. Donc il faut que le critère soit clair et autant que possible objectif. Si nous sommes très majoritairement convaincus, non. Pour la raison suivante, si nous avons dans un espace donné pas de pétition de citoyens, mais une demande d'association d'association agréée, pardonnez-moi, et qu'on en fait un critère pour dire sur demande de cette association agréée, le maître d'ouvrage, qui n'est pas dans le champ de la loi sur le débat public, va être de ce fait obligé d'engager une concertation publique. Est-ce qu'on donne ce pouvoir de décision à quelqu'un qui est légitime pour l'exercer ou pas? Si vous êtes tous en train d'expliquer qu'il y a des associations qui sont agréées au niveau national et qui n'ont aucune représentativité dans un champ géographique donné, cette condition n'est pas légitime. C'est aussi simple que ça. Monsieur Balland. Est-ce que je peux simplement... Mais c'est juste un petit modèle réduit des sujets auxquels il va falloir qu'on réponde sans esquiver. Est-ce qu'on en fait une règle? Moi, il me semble intéressant d'associer ces deux possibilités de pétition aux deux critères que j'évoquais, c'est-à-dire la conflictualité. Le seuil de conflictualité, c'est effectivement franchi par un nombre de citoyens qui s'expriment et qui protestent. En revanche, la question de la mesure des enjeux relatifs, les enjeux environnementaux relatifs, pour moi, ressort justement, notamment, du travail de ces associations. Et à partir de là, elles sont légitimes dans leur pétition à s'exprimer au nom de la mesure des enjeux relatifs de ce projet dans son contexte. Et à ce moment-là, peu importe qu'elles soient nationales, locales, du moment qu'elles sont agréées, c'est qu'on leur a reconnu une compétence en matière d'évaluation des questions environnementales ou en tout cas des enjeux environnementaux. À partir de là, la possibilité qu'elle déclenche, non pas la procédure elle-même, bien entendu, mais qu'elle déclenche la pétition et qu'elle la demande à une autorité indépendante, me semble tout à fait justifiée. Oui, si on crée le filtre de l'institution indépendante. Mais dans le cas de la pétition citoyenne, il n'y aurait pas de filtre. Aujourd'hui, il y a un filtre dans la question de la consultation locale, puisque la pétition citoyenne de 20% du corps électoral n'a pour effet que de mettre à l'ordre du jour du conseil municipal l'organisation éventuelle d'une consultation. Très concrètement, il y a bien une autorité qui décide, il y a un filtre, c'est pas... Les 20% ne déclenchent pas la consultation. Dans ce contexte. Non, je sais bien, c'est pour faire un parallèle effectivement entre ces deux points. Oui, mais là, le filtre m'apparaît important. J'ai du mal à imaginer qu'on propose qu'une pétition de citoyens sur un espace géographique qu'il aura fallu définir, qu'il faudra contrôler, déclenche l'obligation pour probablement conjointement le maître d'ouvrage et l'administration instructrice d'organiser une procédure participative. J'ai du mal à croire, sauf vérification numérique, qu'il faudra faire.
qu'on donne un pouvoir de refus de cette demande à la CNDP ou à son successeur. Je pense que c'est pas crédible. Sur ce point, excusez-moi, juste, il me semble que c'est tout à fait discutable parce que aujourd'hui, cette autorité indépendante, si effectivement elle a la capacité et la légitimité à le faire, le refus ne me paraît pas aberrant, en sachant que aussi, si on se permet ce refus, on peut aussi avoir des seuils, entre guillemets, relativement bas et véritablement accessibles. Le risque d'être partir dans une logique qui de toutes les façons déclenche, c'est que nos seuils vont monter très haut, très vite, et que la réalité de la volonté d'ouvrir effectivement ce droit va, à mon avis, être assez restreinte. Je prends, voilà, c'est peut-être ma crainte par rapport à la dynamique de travail, qui est que aujourd'hui, vous le savez peut-être, dans certaines communes, on a une tendance vers ça. Hein, certaines communes abaissent par elles-mêmes le taux des 20% pour le déclenchement pour la consultation. Les communes de la banlieue parisienne sont passées soit carrément à 5% du corps électoral, soit même carrément à des valeurs absolues. Par exemple, une commune qui est à 70 pétitionnaires, c'est une commune importante, 70 pétitionnaires obtiennent que la consultation soit discutée dans le cadre du conseil municipal. Je trouve intéressant que les seuils soient bas, de façon à ce qu'ils soient effectivement étudiés, un grand nombre de demandes, et que ce canal fonctionne bien, quitte à ce qu'effectivement on envisage du coup un refus. Nous ne parlons pas dans l'abstrait. Nous parlons de projets sur lesquels des investisseurs et des emplois sont en jeu. Ce n'est pas une loterie. Et moi, j'ai le plus immense respect pour ce qui se discute dans un conseil municipal. Enfin, je veux dire, les conséquences ne sont pas tout à fait les mêmes, quoi. Bon, j'insiste pas. Qui restait en attente? Monsieur Van Kerkhove, oui. Merci, Monsieur le Président. Juste pour faire un tac au tac, parce que en fait, c'est pas forcément tout ou rien. On n'est pas forcément obligé de mobiliser 10 000 personnes pour obtenir une concertation en dur. Il peut y avoir des demandes qui peuvent être relativement variées, avec des niveaux qui peuvent augmenter, c'est-à-dire 5 000 personnes pour une expertise, une consultation, une concertation, enfin qu'on ait une gradation et qu'on ne soit pas obligé d'activer la CNDP en lourd pour obtenir un débat public pendant 6 mois, si la question des citoyens, elle est juste de savoir, une fois encore, si les évaluations de trafic sont les bonnes ou pas. Par moment, les citoyens ils ne demandent pas une concertation. Je vois dans ma tête le nombre d'articles. C'est allongé. Ouais, mais en même temps, peut-être qu'on crée un peu plus de souplesse plutôt que de dire tout de suite le Graal, c'est le référendum et on va mobiliser. Mais je ne parlais pas du tout de référendum, moi je parlais simplement de modalités participatives. Pour moi, l'alerte citoyenne, elle a différentes occurrences, différentes demandes et une fois encore, on n'est peut-être pas obligé de mobiliser 50 000 personnes pour un référendum. Il peut y avoir 3 000 personnes ou 70 personnes localement qui peuvent poser une question totalement légitime et qui peut être répondue très rapidement, mais qui n'obtient pas de réponse, qui va créer du conflit, etc., faute de réponse. Bien. Moi, Président, on peut être saisi aussi par des territoires. Nous, on est par exemple saisi en région par des intercommunalités qui sont confrontées à des projets et on donne droit à leur saisine en ce qu'elles représentent un niveau de collectivité qui est impacté très fortement et qui n'a pas les moyens de conduire ce débat. Donc on lui donne les conditions possibles de conduire le débat. Oui, non, ça, c'est autre chose, ça, d'accord. Bien, oui, Monsieur Verdi, oui. Oui, merci, Président. Deux ou trois réactions, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur des points qui sont quand même assez importants. Première des choses, c'est, enfin, une proposition a été faite de mesurer la conflictualité, que ça devienne une espèce d'instrument déclencheur. Moi, on souhaite vraiment attirer votre attention sur le risque d'une telle mise en œuvre de dispositifs basés sur la conflictualité, qui serait d'une certaine manière une sorte de prime donnée à la conflictualité, et donc ne pourrait que. Donc on préfère vraiment des critères plus objectifs. Sur la question du droit d'initiative et du rôle des associations, le débat a été très riche. Moi, je voudrais simplement appuyer votre point de vue, Président, sur la nécessité d'avoir quelque chose de très robuste. Et non critiquable, et donc tous les débats montrent bien que c'est tout sauf évident en ce qui concerne les associations, et donc il faut en tenir compte. Il y a eu beaucoup de choses aussi autour de l'opportunité, enfin de la question besoin-opportunité, à quelle phase, jusqu'où aller, etc. Moi je voudrais redire, je pense qu'on gagne à clarifier les choses en termes de politique nationale.
de plans schémas à l'échelle des territoires, voire régionaux. Et déjà, à travers l'ensemble de ces dispositifs, on couvre déjà une bonne partie de la question, de cette fameuse question du besoin de l'opportunité, parce que ça renvoie à des politiques nationales, ça renvoie à des grands objectifs nationaux, ça renvoie à des politiques territoriales. Et donc, le projet s'inscrit bien, la plupart du temps, dans ces politiques-là. Et donc, ça, quelque part, traite bien ce sujet-là. Donc si à chaque fois pour un projet on revient sur cet amont-là, sur la définition, on ne va jamais s'en sortir. Et donc je crois qu'il faut aussi rappeler la nécessité d'avoir aussi une sécurisation des projets. Autant on peut être positif sous l'angle d'une meilleure prise en compte justement de la participation du public, y compris sur les aspects environnementaux, autant il faut veiller, et c'est un des objectifs d'ailleurs donné à cette commission et à ce projet, de veiller à ce que les délais ne soient pas rallongés. Et ça sera mon dernier mot là-dessus. Le professeur Menédière nous a beaucoup parlé de cette question finalement des délais qui perturbent, des durées des procédures qui, quelque part, rendent obsolètes finalement les attendus qui ont présidé à une décision à un moment donné. Donc on voit bien que Alors, ce que j'ai un peu regretté, c'est que dans ce qu'il a dit, c'est qu'on avait l'impression que c'était un peu une fatalité. Alors je sais bien que c'est pas simple de traiter ce genre de problème, mais si on pouvait se donner l'objectif aussi d'éviter que les délais se rallongent, voire qu'ils puissent se raccourcir. Et justement, est-ce qu'un des objectifs à travers une meilleure prise en compte dès l'amont, dès les plans schémas, etc., devrait peut-être permettre de sécuriser et de raccourcir les délais? C'est en tout cas le vœu que nous formulons. Il faut qu'on ait un dispositif prêt pour quand les finances publiques seront prospères et qu'on pourra donner suite au projet. Madame Lasbous. Oui, merci. Alors en fait, c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses ce matin et du coup, il y a beaucoup de sujets qui, à mon avis, nécessitent d'avoir des débats plus approfondis sur chaque point. Et c'est ce que j'avais soulevé en amont, c'est-à-dire que de savoir, en fait, il y a deux questions qui se posent. Il y a la chronologie du projet et à quel moment il faut commencer à faire la concertation, et donc du coup, à quel moment il faut porter à la connaissance du public le projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même un problème, c'est-à-dire que le projet, il n'est porté à la connaissance du public qu'au moment du dépôt de l'autorisation. À quel moment on doit amorcer l'information pour que... ça dépend de quel projet on parle. C'est-à-dire qu'il y a des projets effectivement publics qui nécessitent un débat public, et dans ce cas-là, il y a une information très en amont. Mais si on parle des projets qui sont plus privés, qui sont parfois même très privés, l'information n'est portée à la connaissance du public qu'à partir du moment où il y a le dépôt d'autorisation. Et dans ce cas-là, je pense qu'on a un problème par rapport à ce droit à la saisine qui va se retourner contre le porteur de projet, puisque, à mon avis, le droit de saisine ne sera activé que trop tard, et donc du coup pourra mettre en cause des projets qui ne sont pas forcément soumis à l'autorisation, qui n'ont pas forcément de base légale de consultation du public. Et donc du coup, je me pose la question de la chronologie par rapport à cet enjeu de sécurisation des projets. Il ne faut pas que des petits porteurs de projets qui ont déjà parfois des difficultés économiques très importantes ne puissent pas, se voient réfuter la légalité de leur projet au regard du fait qu'ils n'aient pas pu avoir de saisine sur la consultation du public. Donc je pense à des projets qui n'ont pas du tout la taille de la ferme des 1000 vaches ou d'autres projets actuels. Je pense à des petits projets agricoles qui sont soumis à déclaration ICPE, qui peuvent avoir 30 vaches, ou des projets comme ça. À quel moment on informe le public? Et c'est pour ça que j'ai alerté plusieurs fois sur quel type de projet on vise dans cette commission. Est-ce que c'est des projets d'envergure comme ceux qu'on a vus et qu'on a auditionnés, des projets qui ont un grand impact sur le territoire, où on a besoin de définir communément l'utilité du projet, ou est-ce que c'est des petits projets qui sont d'ordre privé et qui n'ont pas d'impact territorial au sens de l'utilité publique du projet? Alors on pourra toujours voir l'utilité alimentaire de projets agricoles, mais il y a un moment donné, il faudra se poser la question de quel périmètre de projet on cause ici. Et alors l'autre question donc, que je me posais, c'est sur ce droit à la saisine. Est-ce que c'est est-ce que la volonté c'est de le faire dès lors qu'il y a un projet, qui a une enquête publique qui est prévue? Est-ce qu'on peut demander la saisine en amont pour avoir une concertation amont?
Ou est-ce que c'est seulement sur... est-ce que c'est un projet qui n'est pas soumis à consultation publique et dans ce cas-là, on demande une consultation. Quel est le périmètre du droit à la saisine On répondra. Voilà, parce qu'on peut effectivement prévoir d'autres procédures qui Si on permettent... élude cette question-là, on n'a pas fait le travail. Mais il faudra qu'on réfléchisse à est-ce qu'il n'y a pas d'autres procédures à mettre en place que le droit à la saisine pour répondre à la question de l'amont, et notamment par rapport à l'information du projet. Voilà, et Il n'y en a que deux. Il y en a que deux, c'est l'initiative propre du porteur de projet ou une injonction d'administration que je suggère plutôt d'écarter. Voilà. Et l'autre question que je voulais soulever, c'est sur la définition de la participation du public. J'ai entendu, alors je ne sais plus par qui, que ça devait être absolument que sur l'environnement. Nous, ça nous pose problème. On a vu au cours des auditions que c'était sur l'utilité du projet souvent qu'il y avait des questions. Alors après, moi, je pense que l'opportunité du projet doit être définitivement décidée par l'administration et pas par l'instance de la concertation du public, mais qu'il y a bien une décision finale. Mais par contre, nous, sur l'agriculture, on a effectivement des enjeux par rapport aux espaces agricoles qui peuvent être consommés et donc du coup n'ont pas forcément lien avec l'environnement. Ils peuvent en avoir, on ne le nie pas, mais ça peut avoir... Donc du coup, si seulement ceux qui défendent l'environnement peuvent participer, je nie pas le droit de défendre l'environnement, nous ça nous pose quand même problème par rapport à l'agriculture. Tout ça est soluble. Madame Elvac. Oui, Monsieur le Président, beaucoup de choses ont été dites ce matin, donc on réfléchit aussi à vous fournir une production, donc on a beaucoup travaillé en interne et on bute très rapidement sur un problème qui dépasse largement notre commission, qui est le débat de la représentativité. On voit bien que les conflits naissent aussi du fait d'une non-reconnaissance par les uns et les autres d'un organisme qui les représente, y compris bien sûr pour nous partenaires sociaux, c'est un sujet comme vous dites bien délicat. Donc on a beaucoup réfléchi, je pense, de FNH en a parlé, qu'un certain nombre de nos propositions tourneront autour de la mise en place de panels de citoyens, parce que nous pensons que c'est un moyen, alors à définir comment, une liste électorale, mais c'est un moyen aussi de sécuriser les projets après. Donc une fois qu'un vrai panel de citoyens... représentatif des panels de citoyens, voilà, des présences, voilà. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'on a beaucoup tourné autour de cette question de la représentativité, qui tourne depuis ce matin d'ailleurs aussi, et pour vous dire qu'il y a peut-être des choses à imaginer du côté de la panélisation. M. Mouchag et ensuite Maître Huglot, et puis ensuite il faut qu'on donne la parole à notre invité. Monsieur le Président, avec l'accord de M. Mouchag, c'est pour une réponse rapide à la question posée par la représentante du monde agricole. Enfin, vous avez dans le dossier, j'ai donné dans le dossier, des éléments d'une note relatifs à ce qu'on appelle les décisions implicites d'acceptation. Il est assez clair que dans le cadre de décisions implicites d'acceptation, il est très difficile de faire de la participation. Ce n'est pas pensable, puisque la décision est acquise au bout de 2 mois de la demande. Donc on a là peut-être un élément de seuil. Je veux dire aussi au passage que la décision implicite d'acceptation, ça pose beaucoup de difficultés juridiques, c'est analysé dans la note. Mais enfin, de toute façon, dans la réglementation, c'est comme ça. En matière d'environnement, il y en a pas mal. Oui, Monsieur le Président, juste pour revenir sur la question de qui peut introduire une pétition, j'entends donc la question d'un nombre de citoyens, éventuellement ou pas les associations représentatives. Je reviens aussi quand même, j'ai peu fait de plaidoyer pro domo, mais les instances que sont les Césaires et les conseils de développement me paraissent avoir une existence juridique suffisamment forte et une variété de représentations en leur sein suffisamment importante pour pouvoir aussi être légitime à introduire ce type d'initiative auprès de la future commission, ou je ne sais pas laquelle. Attendez, vous dites lesquels là? Les Césaires et ensuite les conseils de développement au titre de... Conseil de développement de qui? Des agglomérations. Et, oui, d'accord. Mais à ce moment-là, vous tombez... Parce que le Césaire, on sait où ça s'arrête. C'est tout le périmètre de la région. Est-ce que le Conseil de développement de la métropole de Bordeaux peut avoir un droit de saisine sur un projet qui est dans le Médoc à 10 km? La réponse en droit est non. Parce que sinon, où ça s'arrête? Oui, tout à fait, mais donc se pose aussi la question de l'échelle. C'est pour ça que je présentais d'abord le Césaire, qui me paraît peut-être assez simple. Césaire, c'est pas discutable. Voilà. Mais après, si vous voulez,
si on trouve une meilleure articulation sur la question de l'amont, enfin, ça fait quand même 3 mois, ça fait 2 mois qu'on en parle. Alors, il y a la solution qui me paraît difficilement généralisable. Parce que on a déjà conclu qu'on ne pouvait pas légiférer ou réglementer champ par champ d'autorisation. On va être obligé de produire des textes d'application transversale, en renvoyant sympathiquement à l'administration la charge d'expliquer à ceux qui manient des procédures effectives de savoir comment on applique ces principes généraux à leurs procédures à eux. Déjà, petite facilité qu'on s'offre. Bien. Mais si, en plus, on essaye de se donner une définition générale applicable à tout de l'amont, à travers la formule de déclaration d'intention, ça, c'est, me semble-t-il, pas applicable à tout. C'est tout à fait soutenable dans le champ, en volume d'opérations de la CNDP. En dessous, il faut trouver autre chose. Donc, ce dont je parle, c'est les éléments de déclenchement d'une exigence, cette fois-ci, d'une obligation de participation, suivant des modalités XY, sur l'amont d'un projet qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'intention. Donc le sujet premier, c'est la détection de ce projet, savoir qui... Il y a les couloirs de la DDT du coin. Parce que forcément, le porteur de projet, il est venu aux nouvelles en disant « j'ai un projet de ceci ou de cela, quelle est la procédure d'autorisation qui m'est applicable ? Qu'est-ce qu'il faut que je mette comme document ?» La vraie vie, c'est ce stade-là de projet. Bon. Et je pense qu'il n'y a comme système de mise en route d'un droit d'alerte qu'une initiative d'institution ou de groupe X, Y reconnu, validable. Bien. Donc il y a juste une petite connexion qui manque, c'est comment l'institution, Césaire ou comment s'appelle comité conseil de développement, ou bien la liste de citoyens, ou bien potentiellement l'association reconnue, dit il y a un projet là, je demande qu'on engage une consultation dessus parce que je le trouve bizarre. Donc il ne faut conférer ce droit de déclenchement qui crée une obligation à un tiers que sur des bases qui soient objectivables. Alors, en plus, ça a une existence légale, les conseils de développement. Ah, il y a un texte législatif, oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a une association nationale. Renforcée par la loi MAPTAM, en plus, en ce qui concerne les métropoles. Mais ce n'est pas une obligation, sauf erreur. Si, c'est une erreur. C'est désormais obligatoire au titre de pour quelles institutions? Avec un seuil d'habitants dans les métros. C'est les métropoles. Enfin, toutes les métropoles, c'est obligatoire désormais au titre de la loi. D'accord, mais ça, on a vite fait le tour. Non. Mais les communautés? Les communautés, les agglomérations, les pays, pour ce qu'il en reste, mais ça dépendait souvent de seuil de population du territoire. Ceci étant, il y a énormément d'endroits où, en deçà des seuils, ces conseils de développement ont été mis en place presque partout. Enfin, en tout cas, dans ma région, je ne veux pas faire une généralité. Oui, mais vous voyez le problème. C'est-à-dire que là où c'est obligatoire, il faut espérer qu'ils ont respecté l'obligation et qu'ils l'ont créé, à ce moment-là, on peut conférer cette compétence. Vous voyez ? Bon, il faut qu'on abrège, donc je ne prolonge pas la discussion. Qui avait encore... Bon, Monsieur Mouchak, vous n'aviez pas fini. Je voulais juste éventuellement évoquer par rapport à ce que vous disiez sur la question de qu'est-ce qui fait qu'on repère le projet. Citer un exemple, nous, en ce qui concerne en tout cas l'ex-communauté urbaine de Bordeaux et la métropole, au moins pour les projets publics, lors de l'installation des nouvelles mandatures, les élus présentent au Conseil de développement l'ensemble des projets sur 3 ans qui vont être mis en route sur la métropole. Et d'ores et déjà, c'est le projet public. Comment? C'est le projet public. Oui, c'est ce que je disais, ça concerne au moins les projets publics. J'essaie de procéder par élimination. Et si au moins sur les projets publics, ils pouvaient Mon sujet, c'est les autres. Les projets publics, ça, on va trouver. Oui, enfin, ça pose aussi, on l'a vu sur certains cas, aussi des difficultés. Oui, il y a les gens qui ne se parlent pas, ça arrive aussi. Est-ce qu'on peut passer... Oui, pardon, Jean-Pierre.
Non, juste un tout petit problème ponctuel, parce que tout le monde a évoqué, lorsqu'on a évoqué notamment le droit de pétition, lorsque tu l'as évoqué, les citoyens, je pense que le problème des non-nationaux, entre guillemets, se trouvera posé. Enfin, je veux dire que je pense que, alors je ne vais pas ouvrir de débat sur le vote des immigrés aux élections locales, mais en matière de pétition et en matière de projet, c'est un point qui me paraît difficilement occultable. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Quoi? Oui, mais sauf que... Enfin bon. Je voulais juste dire, on a tous ce que je suggère maintenant, parce qu'il est 12h13, c'est qu'on note les points sur lesquels on continue à avoir besoin de débattre un peu, puis on s'envoie des mails, puisque là, sans qu'on l'ait vraiment formalisé, on est entré en phase active de confrontation, de proposition. Hein, donc, on a cette question dans la liste, on a une demi-douzaine, et au fond, moi, je suis assez content, parce que le nombre de sujets sur lesquels on voit qu'il reste du travail se réduit, quoi. C'est pas les plus faciles, hein, mais il ne faut pas oublier que l'appareil, c'est quand même la source première du progrès humain. Donc, ça oblige à être ingénieux. Donc, on voit bien que, petit à petit, on a reporté devant nous quelques sujets qui sont vraiment les plus délicats, les plus fins, et bon, il y a une chance d'y arriver, quoi. Donc, si vous voulez bien, pour qu'on soit courtois, je voudrais maintenant donner la parole, conformément à notre planning, à M. Ballaudet, qui est le président de l'Université Paris-Ouest Nanterre La Défense. Donc, c'est pour nous une satisfaction de l'avoir parmi nous, et qui veut nous parler, et qui a de bonnes raisons de nous parler, des conditions de réussite d'un dialogue entre l'université et les quartiers qui l'entourent dans un projet urbain. Ça nous intéresse, et merci de votre patience, pardonnez-nous. Oui, je vous en prie, merci Monsieur le Président. Comment voulez-vous que nous procédions? Je vous présente en fonction des questions qui cadraient mon intervention, oui. Au fond, l'ensemble des éléments que je souhaitais vous livrer pour échanger. Absolument. Oui, très bien. Entendu. Bien, alors peut-être un préliminaire. En tant que président de l'Université Paris-Ouest Nanterre La Défense et en tant que président du comité de la transition énergétique et écologique de la conférence des présidents d'université, je dois bien vous dire que les expériences en matière de dialogue environnemental conduits à l'université ou depuis l'université sont assez faibles, pour ne pas dire dans un grand nombre de cas, très grand nombre de cas, encore inexistants. Par conséquent, c'est plutôt d'éléments, disons, en quelque sorte programmatiques ou d'esquisses de dialogue environnemental que je vais plutôt vous parler. Le fait est que lorsqu'une démarche environnementale a été initiée par des universités, en réalité, on peut en compter, disons, environ une dizaine, véritablement mobilisés sur le sujet depuis quelques années. Le mode de gouvernance, j'ai honte de le dire, mais est bien souvent top-down et très rarement participatif, et encore moins participatif au sens le plus large, c'est-à-dire au sens où nous serions en mesure d'engager et d'impliquer l'ensemble des acteurs du territoire en dehors de l'université. Mais ça n'est pas parce que ça n'existe pas, ou encore très peu, que effectivement la question, la pertinence de la chose est à remettre en question, loin s'en faut. Pour ce qui me concerne, et je voudrais parler concrètement, pas en rester à des généralités, pour ce qui concerne le cas que je connais le mieux, celui de Nanterre, et sur lequel je peux donc témoigner. Depuis 3 ans que je préside l'université, j'ai engagé une démarche de projet, disons, ambitieux en matière environnementale, et cela fait partie des éléments de la stratégie de l'établissement. Donc nous ne sommes pas si nombreux à avoir fait ce pari-là, et donc à ce titre, l'exemple de Nanterre peut être considéré comme, disons, intéressant. Et bon, ce faisant, il ne s'est pas agi simplement de donner une impulsion. Nous avons donné une impulsion depuis la direction de l'université, mais très vite, nous avons évidemment considéré qu'il fallait associer au maximum la communauté universitaire dans son ensemble, donc bien entendu les enseignants, chercheurs, les personnels administratifs, mais aussi les étudiants.
mais également, et cela était plus compliqué parce que là pour le coup nous avions le sentiment de frayer une terre vierge, les partenaires extérieurs et les habitants des quartiers qui entourent l'université. Je dois dire entre parenthèses qu'au fond la question d'un dialogue environnemental conduit dans le cadre d'un projet d'éco-campus, hein, pour le dire vite et en bref, c'est assez parlant. Cette perspective de dialogue avec des partenaires extérieurs, finalement participe des choses nouvelles dans lesquelles les universités s'inscrivent désormais. Hein, je veux dire, cette réflexion sur une politique d'ancrage territorial, de collaboration avec des partenaires territoriaux. Hein, donc là, disons que le focus sur la question de projets environnementaux et d'un dialogue environnemental conduit dans ce cadre, le focus peut pose une question plus générale qui est celle de la capacité des universités à travailler avec leur environnement. Et cela est en train d'évoluer et de changer à grande vitesse. Donc quand je parle, je pourrais parler de chantier, nous sommes vraiment dans un chantier à cet égard, et c'est assez intéressant, voire assez excitant de mesurer les capacités qu'ont les universités aujourd'hui de travailler avec leur environnement. Alors, nous avons eu, s'agissant de projets environnementaux, une double opportunité qui s'est présentée à nous, à Nanterre, et qui nous a permis de tester des premières expériences de dialogue environnemental. Je veux donc des vertus aussi bien que des obstacles rencontrés à cet égard. Le premier contexte, c'est l'élaboration au sein de l'université d'un schéma directeur de la transition énergétique et écologique que nous appelons Plan Action Énergie, dont l'étude se conduit actuellement et que nous cofinançons, nous, universités, avec la Caisse des dépôts et l'ADEME. Et ce plan Action Énergie a vocation à planifier, phaser des travaux importants sur des bâtiments en site occupé, hein, donc des bâtiments de cours, de recherche, bibliothèques, bâtiments liés à des activités sportives, culturelles, puisque nous avons piscine, stade, nous avons un théâtre et ainsi de suite, et administration. Deuxièmement, à amorcer une transformation assez radicale des pratiques. Et là, ça devient plus intéressant, évidemment, des réformes des pratiques qui impliquent les étudiants, les anciens chercheurs, les personnels administratifs. Et nous avons entamé des actions en matière de recyclage, économie d'énergie, en matière de limitation des stationnements et circulation des voitures, des deux-roues moteurs, et également des actions visant à rationaliser l'occupation de nos salles de cours et de l'ensemble des espaces. Nous sommes... pour information ou pour rappel, certains d'entre vous connaissent sans doute le campus de Nanterre. Nous avons la chance, qui est assez rare en Île-de-France, d'avoir un campus d'un seul tenant de 32 hectares, qui est un bel espace à investir et à aménager. Enfin, donc, le troisième objectif, c'est d'articuler ces projets du campus de Nanterre avec ceux du territoire. Je veux parler de la ville de Nanterre, de la communauté d'agglomération du Mont-Valérien, des projets développés par l'EPADESA dans le cadre de la ZAC dans laquelle nous nous trouvons, voire même des projets du département et de la région. Et nous avons le souci d'éviter des effets, disons, éléphants blancs, et en particulier sur la question des réseaux de chaleur. Sur la question des plans de déplacement ou de gestion de déchets, nous essayons de travailler avec ces partenaires pour éviter de développer inutilement et à côté de ceux dont ils prendraient l'initiative des choses assez redondantes, inutilement redondantes. Donc la première opportunité est celle-là, notre démarche volontaire d'université pour déployer ce plan Action Énergie. Et entre parenthèses, nous sommes considérés comme un campus démonstrateur à l'échelle nationale. Nous faisons partie de la demi-douzaine, voire la petite dizaine de campus de la sorte. La deuxième opportunité, c'est un contexte territorial en forte mutation, extrêmement intéressant, notamment sur les problématiques environnementales. La ville de Nanterre révise son plan local d'urbanisme, qui a vocation à porter des objectifs ambitieux en matière environnementale.
La communauté d'agglomération également très mobilisée. Elle a constitué un PCET, nous y sommes associés. Elle a répondu à l'appel à projet territoire à énergie positive pour la croissance verte. Nous y avons répondu avec eux et nous sommes une des 2 universités en France à l'avoir fait. Nous sommes lauréats, donc nous en sommes très heureux et donc à pied d'œuvre pour travailler avec la communauté d'agglo. L'EPADESA, donc l'aménageur de la zone Seine-Arche Défense, actualise son projet stratégique opérationnel et se concentre notamment sur le territoire de l'université. Nous sommes vraiment au cœur de cette zone d'aménagement très stratégique et par conséquent l'EPADESA nous associe aux aménagements en cours et à venir sur des quartiers qui sont directement limitrophes de l'université. Je veux parler de ce qu'on appelle le cœur de quartier, mais aussi des franges du campus de l'université. Et donc là encore, on retrouve une dimension écologique et énergétique importante. Et enfin, je ne voudrais pas omettre, disons, les enjeux de la mise en place de la métropole du Grand Paris. Il se trouve, c'est un peu fortuit, mais du coup c'est intéressant pour moi. Je fais partie du Conseil des partenaires socio-économiques de la mission de préfiguration du Grand Paris et nous travaillons dans le cadre du groupe Transition énergétique sur justement les synergies entre les acteurs et l'implication possible des universités est un des éléments de la réflexion. Donc, pardonnez-moi pour cette longue mise en contexte, mais elle permet de mesurer en quelque sorte la complexité de la situation et de la mise en place d'un dialogue environnemental sur un projet ambitieux pour le campus universitaire, mais dans le cadre d'un projet encore plus large et dont nous sommes un élément parmi d'autres qui, de surcroît, s'inscrit dans la politique de la ville, hein, puisque les quartiers dans lesquels nous nous trouvons relèvent de la politique de la ville. Des quartiers longtemps délaissés par les aménageurs et la ville, disons en termes de projets urbains, qui aujourd'hui, dans une sorte de renversement historique et très intéressant, deviennent l'objet d'une attention toute particulière. L'EPADESA dit volontiers, et j'avoue que j'adhère à cette représentation, qu'aujourd'hui le quartier de la Défense s'arrête à la Grande Arche. Dans quelques années, la Grande Arche sera au centre du quartier de la Défense, c'est-à-dire que le quartier de la Défense gagnera ou se pensera en articulation avec le quartier de Nanterre qui est en cours de développement et dans lequel nous nous trouvons. Alors, les difficultés que nous avons pu rencontrer, là encore je mets les choses à plat, mais j'essaie de le dire vite, les difficultés que nous avons pu rencontrer dans la mise en place de nos projets, ou que nous rencontrons, puisque c'est un work in progress, ce sont d'abord des conflits entre l'université et la ville qui étaient des conflits historiques. Longtemps, la ville a considéré l'université comme une sorte d'intrusion de l'État dans le territoire, et cela n'a pas favorisé, disons, le dialogue entre ville et université. Donc ça a pu donner lieu à des conflits très concrets sur les traversées par les voitures du campus, sur les questions de stationnement sur le campus, la question des entretiens des espaces verts, car si les espaces verts sont bien ceux de l'université, notre université est ouverte et par conséquent les habitants peuvent les fréquenter et l'utiliser comme un jardin public le week-end. Mais l'entretien de ces espaces est resté entièrement à notre charge. Alors je dirais que ces conflits n'ont pas disparu, mais ils sont en voie de résolution sur la base de nouvelles analyses de la ville et de l'université, de l'intérêt à travailler les uns avec les autres. Ensuite, conflit entre l'université et l'aménageur, EPADESA, parce que longtemps, l'EPADESA a privilégié, disons, selon le modèle économique fort qui était le sien, la densification en logement sur les pourtours de l'université, plutôt qu'une réflexion sur la création d'un quartier qui pourrait ménager des espaces verts, des circulations douces, des bâtiments sobres en énergie et des logiques de mutualisation. Là encore, cela est en train de changer. Je dois le dire, notamment à la faveur des changements à la tête de l'EPADESA et d'une vision stratégique qui est beaucoup plus inclusive pour nous et beaucoup plus constructive. Donc nous sommes associés désormais au projet de l'EPADESA, nous sommes considérés comme un interlocuteur plein et entier, et c'est évidemment très heureux. Puis les troisièmes types de conflits, évidemment, ils sont internes à l'université.
il y a résistance au changement d'usage. Il ne va pas de soi de modifier des comportements dans un bâtiment public où, jusqu'à une date récente, il n'y avait pas de préoccupation particulière sur les économies d'énergie, les comportements citoyens, et ainsi de suite. Et donc, il nous faut travailler là-dessus pour faire appréhender, disons, les enjeux, de même qu'il faut faire appréhender l'intérêt qu'il y a à travailler avec la ville et les partenaires extérieurs. Et de fait, parmi les éléments de résistance, il y a cet argument qui ne doit pas vous surprendre, que peut-être l'université a d'autres priorités que de s'engager dans une démarche très ambitieuse en matière environnementale. Il faut revaloriser les salaires, il faut abaisser le niveau de pression sur les postes de travail, travailler à réduire des dysfonctionnements internes aux services, etc. Donc ça, ce sont les freins internes. Nous, ce que nous attendons du dialogue environnemental, puisque c'est la deuxième question, et d'une association des citoyens au processus de décision dans le cadre des projets que nous portons ou auxquels nous nous associons. Bon, d'une part, et je crois que ça n'est pas si secondaire que cela, c'est d'abord faire disparaître une série de fantasmes qui peuvent être, disons, développés aussi bien au sein de l'université qu'au sein de la ville, une série de fantasmes sur le voisin, sur l'autre. L'idée que, nourrie par la ville, les habitants, que l'université se fermerait volontairement à la ville, qu'on développerait une forme de complexe de supériorité, pourrait vouloir développer un projet d'excellence, un très beau projet écologique pour l'université sans lien avec le territoire environnant, alors que c'est tout l'inverse, en tout cas dans notre intention. Ou encore un fantasme nourri par l'université, selon laquelle la ville n'aurait de cesse que de densifier à l'extrême le territoire environnant et n'aurait pas de préoccupation environnementale, ce qui est faux. Puisque la ville de Nanterre, je crois, est assez intéressante, voire très innovante pour tout ce que je peux en connaître désormais en matière de projets d'écoquartier. Et puis, fantasmes qui sont liés aux étudiants, aux populations étudiantes, aux nuisances qui pourraient en résulter. Bon, dialoguer, c'est-à-dire se mettre autour de table et associer les acteurs de ces territoires, des représentants de l'université, des représentants de la ville, des collectivités, des associations, cela permet de les faire disparaître dès lors qu'on comprend mieux les intentions des uns et des autres. Ensuite, le dialogue permet aussi de mieux percevoir les intérêts que nous pouvons chacun trouver à ce travail en commun. Pour les habitants du quartier, et encore une fois, nous sommes dans la politique de la ville, nous avons trois cités qui nous environnent. Pour les habitants du quartier, arriver à les associer à ce dialogue dans le cadre de consultations, c'est leur permettre de toucher du doigt le fait que le travail avec l'université, la réflexion sur les aménagements aux limites de l'université, ou voire même de participation à des activités de l'université, cela permettra d'améliorer le cadre de vie de ses habitants. Et inversement pour nous, et ça c'est mon travail, je dois montrer à la communauté universitaire que non seulement dans le cadre du projet Écocampus, nous allons améliorer nos conditions de vie, nous allons avoir un campus plus agréable, plus attractif, des bâtiments rénovés, moins énergivores, très agréables. Non seulement cela, mais aussi nous allons contribuer à transformer les quartiers environnants de l'université et ce faisant rendre l'université par ce travail avec les acteurs du territoire également bien plus agréable. Et puis, je suis convaincu que le dialogue environnemental conduit au sein de l'université ou avec les habitants des quartiers doit permettre à l'ensemble des acteurs ou à une grande partie des acteurs de s'approprier les projets communs, un projet perçu comme précisément projet commun, c'est-à-dire un projet de tous. Alors,
L'enjeu finalement, et c'est là-dessus que peut-être le cas de l'université peut être particulièrement intéressant dans le cadre de vos réflexions. L'enjeu, c'est d'arriver finalement pour nous à construire, contribuer à construire ce territoire commun avec une identité commune, faire tomber un certain nombre de barrières symboliques, et pour cela, je commence à mobiliser des forces dont je dispose au sein de l'université. Je veux parler des sociologues, des historiens, des géographes, des spécialistes de l'urbain, pour atténuer ces effets de contraste entre population universitaire et population des quartiers difficiles. Et je suis convaincu que l'avantage de projets environnementaux de cette nature, lorsqu'on arrive à les porter ensemble, c'est qu'ils ont une vertu démocratique par vocation, parce qu'on peut faire voir de quelle manière tout le monde pourra en bénéficier de manière égale, que ce soit du point de vue du cadre de vie que du point de vue de la diminution des nuisances. Alors, est-ce que dans ce beau cadre général, est-ce que nous avons rencontré nous observons des lacunes à ce stade du travail qui est le nôtre? Oui, indubitablement, les lacunes essentielles, elles sont liées à la difficulté de mobiliser les acteurs. Là encore, ça ne doit pas être très original et très étonnant. Au départ, nous touchons un petit nombre d'interlocuteurs et évidemment, il s'agit d'aller plus loin, d'arriver à les mobiliser, non pas seulement une fois, mais en continu, dans la durée. Et je parle, en disant cela, aussi bien des habitants que de la communauté universitaire. Donc, je dirais que finalement, la difficulté, elle est double. D'une part, il faudrait certainement mobiliser très en amont du projet pour que ce projet soit le plus porté collectivement, mais en même temps, si on s'y prend de trop loin, on mobilise peu sur des perspectives qui sont encore floues. Et de notre côté, évidemment, nous avons le souhait, et ça c'est bien dans le cahier des charges du plan Action Énergie que nous développons, nous avons le souhait très fort de ne pas, disons, faire valider très tardivement ce qui aurait été déjà décidé par ailleurs, ce faisant, nous aurions raté en quelque sorte l'effet recherché. Alors, bon, notre difficulté à nous est que le réseau d'acteurs tel que je l'ai évoqué, c'est un réseau d'acteurs complexe et qu'il est difficile de mobiliser de ce point de vue. Il faut s'entendre certainement sur les grands principes d'action en commun, ça n'est pas toujours très facile, mais ensuite il faut pouvoir travailler sur le détail. Donc nous disons que la bonne solution, et c'est ce que nous essayons de mettre en place, c'est de trouver une forme de régularité des occasions de rencontre avec des retours dans des formats différents. Une communication, nous avons procédé par une communication d'en haut, c'est vrai, au départ, pour lancer le projet, en amorçant la réflexion, en fixant un cadre général. Nous avons, disons, développé un principe de forum très ouvert pour discuter des premières propositions à mi-parcours. Ensuite, nous organisons le travail en groupe dédié plus restreint pour finaliser les scénarios. Et nous irons vers une grande réunion finale avec restitution, avec, nous l'espérons, l'ensemble des acteurs concernés. Donc, comme je l'ai dit, et pour terminer, sur les deux points, comment renforcer le dialogue, comme je l'ai dit, ne pas procéder par un dialogue trop en amont qui resterait trop vague, qui ne serait pas suffisamment en prise avec les changements concrets qui pourront être amenés dans la vie des différents acteurs. Donc plutôt associer les acteurs dans une forme d'approfondissement continu avec ces formats dédiés pour permettre cette appropriation progressive par les acteurs, pour qu'ils en fassent leur propre projet, parce qu'ils verront, ils seront convaincus que cela contribue à améliorer leur vie, leurs conditions de vie. Alors bien entendu, nous retrouvons par ce biais les enjeux de l'éducation du public, la manière dont nous pourrions en tant qu'université, contribuer à
partager la préoccupation environnementale et, disons, contribuer à diffuser une culture du débat et du travail en collaboration. Pour éduquer le public aux enjeux environnementaux, eh bien, nous avons un certain nombre de spécialistes, nous, et dans beaucoup d'universités, évidemment, cela se duplique et réduplique. Climatologie, géographie, sociologie, urbanisme, histoire, mais aussi littérature, psychologie, etc. Ces forces peuvent travailler, peuvent contribuer à l'éducation du public, et nous réfléchissons actuellement à la mise en place de modules de sensibilisation pour nos étudiants, qui seraient des modules médiatisés, que nous pourrions par conséquent mettre à disposition ensuite d'un public large, dans un format ouvert. Nous avons fait partie des universités un peu pionnières sur la mise en place de MOOC, des cours massifs ouverts en ligne. Nous savons faire et nous pouvons décliner cela en visant des publics particuliers. Donc éducation du public peut nous aider à avancer, et puis plus précisément et concrètement à l'échelle de notre territoire, nous pouvons disons contribuer à l'étude de l'appréhension du territoire par les usagers, que ce soit l'appréhension imaginaire ou sensible ou pratique de l'appréhension du territoire par les usagers, pour que le projet porté soit un projet avec une pleine appropriation des acteurs. Donc moi, pour ce qui me concerne, les propositions, alors voilà, c'est la chose que j'avancerai, elle n'est peut-être pas si pour le coup, si entendue, si habituelle. C'est que ma suggestion, c'est de travailler à ancrer le dialogue environnemental dans une histoire, dans l'histoire des territoires. Parce que, me semble-t-il, si les projets environnementaux développés apparaissent comme des ruptures, si même la manière de faire, c'est-à-dire dialoguer, consulter sur l'enjeu environnemental, apparaît une rupture en termes de gouvernance, apparaît comme une rupture par rapport à une histoire du territoire, on risque de peut-être provoquer finalement aussi des formes d'incompréhension ou de rejet des projets, ou de mauvaise appropriation des projets. Il me semble qu'il est intéressant, à l'inverse, de travailler à montrer que les innovations qu'on peut prendre en matière de transition écologique et énergétique peuvent constituer ou s'inscrire dans une forme de continuité historique, ou, disons, contribuer à renouer des liens historiques. De fait, au cœur de la transition écologique et énergétique, il y a bien l'idée de lien intergénérationnel, et donc cette idée de lien historique entre un passé, un présent, un futur, avec une mesure des effets de ce que nous décidons de faire aujourd'hui pour les générations futures, est au cœur même de l'idée de la transition, ou de l'idée de développement durable. Pour bien réussir les projets environnementaux et bien construire le dialogue, il me semble que nous avons intérêt à inscrire ce dialogue aussi dans une certaine densité historique. Donc ça plaide en faveur d'un travail de fond, permettant une appropriation progressive des enjeux sur les projets à porter, mais également dans le cadre d'une reprise de l'histoire des territoires, pour que le lien se fasse entre ce que ce territoire peut devenir et ce qu'il a été ou qu'il n'est plus. Ce sont des passés industriels, ce sont des passés ouvriers, ce sont des passés liés à l'immigration. Il ne s'agit pas évidemment de reconstituer ou d'avoir la nostalgie de ce qu'a pu être Nanterre, mais d'avoir en même temps des effets de mémoire qui ne donnent pas l'impression que les projets environnementaux se font ou se conduisent ex
ex nihilo en rasant le passé. Et de ce point de vue, les universités, en particulier les universités sciences humaines et sciences sociales, peuvent dans leur territoire contribuer, je crois, à éduquer aux enjeux de la transition écologique et énergétique en liant encore une fois ces enjeux proprement dits à des dimensions d'histoire et de mémoire qui permettront cette pleine acculturation des enjeux portés. Donc finalement c'est la question de l'habitation du territoire dans une forme d'appropriation continue, c'est l'enjeu de l'habitant acteur de son environnement que l'on peut retrouver derrière les propos et les réflexions que je vous ai livrées ce matin. Dans le cas de Nanterre, nous avons, j'essaie de faire le lien, mais je ne veux pas être plus long, entre un programme de recherche que nous conduisons qui s'appelle « Faire et arpenter l'histoire de Nanterre », qui est un travail mobilisant beaucoup de disciplines, qui travaillent sur Nanterre, sur l'université de Nanterre, sur les bidonvilles, sur le passé industriel et ouvrier. Faire le lien entre ce programme d'action et de recherche qui fait travailler ensemble finalement les universitaires et les populations des territoires et cet effort ou ce travail que nous conduisons de consultation aussi de construction du futur du quartier dans ces perspectives d'éco-campus et d'éco-territoire. Le lien ne va peut-être pas de soi, mais à mon sens, il est assez essentiel pour, disons, faire la bonne suture entre une université et son territoire environnant. Voilà. Merci infiniment. Je crois que c'était un excellent résumé de tout l'éventail des sujets auxquels nous avons à nous confronter. Et moi, je crois que dans les sujets sur lesquels il faut que nous poursuivions, il y a effectivement celui de l'acculturation plus générale des questions d'environnement touchant le public le plus large. Donc, d'une certaine façon, faire évoluer notre société démocratique sur ces questions-là, mais peut-être nous, dans notre problématique qui est quand même d'arriver à des résultats concrets d'ici peu, il faut à mon avis, ça va intéresser directement notre camp de base qui est le CGDD, c'est au fond comment est-ce qu'on valorise, enfin comment est-ce qu'on développe et qu'on optimise les savoir-faire contribuant à la participation démocratique. C'est pas une profession organisée, c'est des savoir-faire qui sont en train de se construire, qui sont en train de se confronter, et il faut qu'on leur fasse produire plus d'une certaine façon en relativement peu de temps. Ça nous permet d'accueillir Yves Blin, que je remercie beaucoup d'avoir trouvé un moment pour venir nous présenter aussi l'expérience de sa commune, qui parlait de contexte industriel et ouvrier. C'est difficile de trouver mieux que Fézin. Et c'est une commune qu'il connaît depuis longtemps, dans laquelle ont été produits des projets. Donc je te donne la parole en te remerciant beaucoup, sachant que c'est la dernière intervention de notre matinée, que je demande à tout le monde évidemment de patienter jusqu'à la fin, mais l'intérêt le justifiera. Merci Monsieur le Président. Je vais être très pragmatique pour vous présenter la conférence riveraine, qui est une initiative que nous avons prise pour favoriser le dialogue entre une raffinerie, qui est une petite raffinerie à l'échelle de la France, mais qui est une grosse raffinerie quand on la regarde, quand on est au pied de l'autoroute, quand on traverse très, très régulièrement. Fézin est une petite commune de 9500 habitants dans la métropole de Lyon. Et la conférence riveraine est une idée qui est née j'ai été élu moi maire en 2001, j'avais mis en place des conseils de quartier, et le conseil de quartier qui borde la raffinerie, qui est le quartier des Rases, était sans arrêt encombré par les préoccupations générées par la raffinerie, d'odeurs, de bruit, de nuisances diverses et variées, ce qui fait qu'on n'arrivait jamais à parler de rien d'autre avec les habitants, et en particulier des aménagements de leur quartier, voilà, ce qu'on a l'habitude, je dirais, de parler dans les conseils de quartier. Donc, on se rendait bien compte en même temps que chaque fois que le sujet revenait, nous-mêmes on était un peu démunis, parce qu'on n'avait pas toujours les réponses. Parfois on pouvait inviter quelqu'un de la raffinerie, c'était bien, mais on a des conseils de quartier où les gens vont et viennent, ne sont pas toujours les mêmes, donc on avait un vrai problème de formation, je dirais, d'une certaine façon, des habitants au sujet. Donc on s'est posé la question de faire de la raffinerie un sujet à part entière
de discussion en disant finalement on peut comprendre que pour une entreprise aussi impactante pour un territoire, il y a besoin de lui dédier un sujet de concertation. On s'est d'abord tourné vers Total en disant vous avez peut-être des choses qui existent. Total nous a parlé de ce qu'ils faisaient aux États-Unis, où ils mettent en place autour de leur... Ils ont une raffinerie puis des entreprises chimiques, ce qu'ils appellent des CAP, Council Advertising Panel, excusez mon anglais. C'est-à-dire que chaque directeur de site est obligé de définir un panel des gens qui l'entourent et de le réunir 1 ou 2 fois par an pour savoir quel est l'impact de l'entreprise sur... voilà. Je trouvais ça intéressant, mais un petit peu anglo-saxon, peut-être pas très adapté à des comportements plus latins. Donc on a travaillé avec Total et finalement on a décidé de confier au laboratoire du CNAM, au laboratoire LISE, en relation avec l'ICSI, Institut pour la culture de la sécurité industrielle, qui a été créé après l'accident de ZF à Toulouse, de confier un peu une étude d'action prospective sur quels outils de participation on pouvait créer autour d'un site comme celui-ci. Et pendant 1 an, on a travaillé donc avec une équipe du CNAM sur le sujet qui a abouti donc à ce concept de conférence riveraine. Alors le nom a son importance, c'est une conférence comme une conférence internationale, c'est-à-dire c'est un endroit où on se réunit pour trouver des solutions. C'est un cercle de progrès, je le définis comme ça. Des riverains, mais qui en même temps est assez sophistiqué et obéit à un certain nombre de règles. On a, pour constituer la conférence riveraine, on est parti d'abord du principe que chacune des parties devait bien sûr y être représentée. Donc la direction du site de raffinage il dispose de 8 sièges, dont un siège par les élus du personnel et puis la direction du site. La ville elle-même dispose de 8 sièges et les habitants en occupent 40. 30 qui sont réservés pour les habitants du quartier riverain, en fonction de la sociologie du quartier. On a identifié les îlots de quartier, un peu typologie, îlots HLM, îlots de copropriété, le lotissement, etc. On a pris le poids de population dans chacun, on a identifié combien d'habitants, sur une base de 30 habitants par exemple, seraient amenés à siéger à la conférence riveraine. Et après, on a fait du porte-à-porte, on a mis un petit barnum au pied des différents immeubles et on a recruté des volontaires. On a d'ailleurs eu plus de volontaires que de postes à pourvoir. Donc on a fait un choix par tirage au sort. Donc un socle important des riverains vraiment exposés à la raffinerie et ensuite chaque autre conseil de quartier de la commune, moi j'y tenais parce que c'est pas que le problème des riverains premiers, envoie à la conférence riveraine 2 représentants, ainsi que le conseil des jeunes de la commune, qui y est également représenté par deux personnes. Donc ça fait un ensemble d'une 50aine de personnes, qui est mis en place pour une durée de 3 ans, renouvelable. Et c'est vraiment une distance indispensable, parce que ça permet de prendre le temps de se connaître, de connaître le sujet, et d'en discuter utilement. La conférence riveraine est animée par un tiers. C'est vraiment pour nous, ça s'est avéré un élément très important, parce que chacune des parties peut s'exprimer indépendamment de l'animation même des réunions, de la distribution de la prise de parole. Ça c'est donc un tiers qui est professionnel, qui est rémunéré sur le budget même de la conférence riveraine. J'y reviendrai dans un moment. Et la conférence riveraine aborde tous les sujets qui sont relatifs à la relation et à l'impact de l'entreprise sur le territoire. Il y a évidemment, au début de ces travaux, une très forte demande sur les questions de nuisance. Bon, une raffinerie, ça sent, ça fait du bruit, ça dépose des matières grasses sur le linge aux fenêtres, hein, donc des sujets comme ça. Mais on y aborde aussi des questions relatives à l'emploi, c'est-à-dire que le site de raffinage met à disposition de la conférence riveraine tous les chiffres et les éléments qu'il a sur l'emploi, et on travaille régulièrement au sein de la conférence sur la façon dont l'industriel peut mieux intégrer les problématiques d'emploi local. Total, comme beaucoup d'industriels, pratiquait le recentrage sur ces métiers, donc
d'une certaine façon, tous les métiers qualifiés sont ceux qu'emploient l'entreprise aujourd'hui. Évidemment, ce n'est pas ceux que la commune est en situation de fournir. Donc on a regardé comment, avec les fournisseurs, une raffinerie pouvait travailler sur les entreprises de services, les entreprises de ménage, les entreprises d'entretien des espaces extérieurs, pour faire en sorte d'intégrer de la population locale. On travaille sur les questions de biodiversité, aussi surprenant que ça puisse paraître, mais un site de raffinage est plutôt un refuge pour le redéveloppement de la biodiversité, puisque c'est un site qui est peu fréquenté par nature. Donc on a créé un observatoire de la biodiversité qui permet de regarder comment les espèces naturelles, la faune, la flore se redéveloppent sur la commune, notamment sur le plateau de raffinage, mais pas seulement. Et ça fait partie donc des sujets qui sont régulièrement visités par la conférence riveraine, régulièrement audités par elle, et qui fait que, je dirais, les habitants, évidemment, s'intéressent à ce qui est des questions qui les concernent des fois plus directement, mais sont aussi motivés et vraiment intéressés par des sujets comme l'emploi, comme effectivement d'autres sujets comme la biodiversité telle que je viens de l'indiquer. La conférence riveraine a un budget qui lui est propre. Elle n'est pas organisée juridiquement puisque nous ne l'avons pas souhaité, de façon précisément à ce que ce ne soit pas un lieu d'enjeu de pouvoir. Donc il n'y a pas de président, puisqu'il y a un animateur professionnel qui s'occupe de son fonctionnement. Elle a un budget qui est alimenté à parité par la commune et par l'industriel de 60 000 euros, qui comprend les charges d'animation, les frais de communication de la conférence, puisque les habitants rendent compte à ceux qu'ils représentent, habitants du quartier, de leurs travaux. Après chaque conférence riveraine, il y a 4 réunions par an. Il y a un petit 21-29-7 qui est édité, qui est distribué dans les boîtes aux lettres sous leur responsabilité. Le budget leur permet de prendre en charge des tierces expertises, s'ils le souhaitent. On a eu le cas à plusieurs reprises. Le dernier qui s'est produit, par exemple, était sur des questions de nuisances sonores, où il y avait des bruits qui étaient repérés, qui étaient affectés à la raffinerie. On a dans la charte qui régit le fonctionnement de la conférence riveraine un mode de comportement qui veut qu'on fait d'abord appel à toutes les expertises existantes. Donc la raffinerie, la ville communauté urbaine de Lyon avait mis à disposition des expertises sur le bruit qui ne donnaient pas satisfaction aux habitants parce que ça ne réglait pas le problème qu'ils avaient identifié. Donc ils ont fait appel à un laboratoire d'expertise, ils ont fait placer les micros où ils voulaient. Et ça permet comme ça qu'ils disposent eux-mêmes d'outils d'expertise qui consolident leur connaissance, leur conviction éventuellement des choses et les solutions qu'ils peuvent apporter. Et puis le budget comprend un budget d'évaluation, de façon à ce que l'on ait au fil de l'eau en permanence une évaluation du dispositif. Voilà, c'est un dispositif qui fonctionne depuis 7 ans maintenant. Donc qui a, je dirais, l'expérience de son ancienneté, avec une fréquentation quasiment de 80-90% de ses membres. Donc c'est pour moi la sanction, je dirais, de sa réussite, et qui permet vraiment d'aborder, je dirais, sur des sujets qui sont complexes, qui sont, voilà, une raffinerie, c'est quand même pas un petit objet. On a eu beaucoup à réfléchir ensemble sur l'application de la loi Bachelot, par exemple, puisqu'elle va impacter très concrètement des habitants de ma commune. Ça a permis de comprendre de quoi était fait un risque, comprendre ce qui était fait pour le maîtriser ou pour mieux s'en protéger, l'intérêt des mesures qu'il fallait prendre, donc d'adhérer d'une certaine façon à un certain nombre d'initiatives qui sont initialement plutôt vécues comme contraignantes, auxquelles on n'a pas forcément envie de souscrire. Donc je crois vraiment un objet qui pour nous est très intéressant et qui fonctionne bien. Voilà, si je devais le décrire rapidement. Merci beaucoup. Première question, Bruno Gentil. Oui, merci beaucoup pour cette présentation très, très intéressante. Moi, j'ai une question très courte. Quelle articulation entre la commission, entre la conférence riveraine, la commission de suivi de site et le CHSCT de l'entreprise?
Ça me paraît important, hein, puisque le but, c'est quand même que tout ça ne soit pas superposé, mais que ça soit dynamique et que ça fonctionne bien. Je vais être très, très franc dans mes réponses. Siège à la commission de suivi de site, demande de la conférence riveraine. En dehors de cela, il n'y a aucune articulation. Et très sincèrement, pour moi, la commission de suivi de site ne sert à rien. Oui. Parce que c'est... Voilà, enfin, moi, la première fois qu'on a eu une réunion du CLIC, qui était avant la commission de suivi de site, qui a été présidée et installée par le préfet, très solennellement. 2 habitants, ça n'a pas de sens. Et c'est des lieux très institutionnels dans lesquels il n'y a aucune parole possible pour des riverains, quoi. Moi, j'y arrive en tant que maire, parce que j'ai un petit peu maintenant d'expérience de la fonction, mais très sincèrement, non. Enfin, pour moi, ça ne sert absolument à rien. En tout cas, si c'est pris comme outil de participation ou des habitants et de connaissance d'un sujet. Enfin, moi, je reprends un peu sur la même thématique, puisque tu parles de 5 ans. Est-ce que, dans l'intervalle, il y a eu de nouvelles décisions ou de nouvelles démarches de l'État, en tant que régulateur, sur le fonctionnement de l'installation? Est-ce qu'il y a eu des renouvellements d'autorisation, des changements de périmètre, des changements de réglementation à appliquer, etc. Et s'il y a eu une procédure, enfin, est-ce qu'il y a eu un dialogue entre la conférence riveraine et l'autorité de l'État responsable du contrôle de l'environnement? Alors, il y a un dialogue en ce sens qu'on invite régulièrement les services de l'État, les services de l'Adréal, comme il y a quand même eu un gros sujet PPRT, mais c'est aussi un sujet globalement installation classée, etc. Donc les services de l'État là-dessus sont très coopératifs, c'est-à-dire que chaque fois qu'on les invite, ils viennent, mais c'est de notre initiative. Sur des changements de réglementation qui aient pu impacter très concrètement le site, il y en a eu, mais honnêtement qui n'ont pas forcément comment dirais-je, une visibilité ou un impact pour les habitants et qui est présenté pour eux un intérêt. Je n'en vois pas comme ça en tout cas. Madame Cromarec, oui. Je complète la question, plutôt je redonne la... Pardon. Tu n'as pas répondu sur le CHSCT. Oui, voilà. Alors le CHSCT est représenté dans la conférence riveraine, dans la délégation. D'accord. D'accord, c'était ma première question. Et la seconde, la conférence riveraine a-t-elle joué un rôle dans l'élaboration du PPRT? Alors elle a joué un rôle considérable de compréhension de ce qu'est un PPRT, parce que c'est quand même un objet compliqué. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir pu suivre avec des habitants tout le déroulement des choses, parce que on a causé avec eux, études de danger, scénario d'accident, tout le déroulement de ce qui se passe en amont du plan de prévention des risques. La conférence riveraine, à un moment, a joué un rôle éminent, puisqu'il s'est révélé que des études qui étaient faites par la raffinerie et les études qui étaient faites par l'Adréal ne coïncidaient pas et n'aboutissaient pas au même impact. Donc on a pris la décision en conférence riveraine, et puis ensuite je l'ai relayé pour le coup à la commission de suivi de site, de faire appel à notre droit de tierce expertise qui a été mis en œuvre, et d'ailleurs qui a abouti à des réponses significativement différentes de ce qui avait été imaginé par les uns et les autres. Donc oui, de ce côté-là, ça a eu un impact très, très particulier. Ça a un impact ensuite dans les décisions et d'une certaine façon dans le climat de négociation qui entoure le plan de prévention des risques technologiques. Même si d'une certaine façon rien n'est réglementé sur ce plan-là, mais le fait qu'un outil comme ça existe, s'exprime, fasse valoir un point de vue, un, ça éclaire l'industriel, deux, ça éclaire les services de l'État, et trois, on ne peut pas faire sans son avis. Donc ça a été vraiment très, très utile dans la démarche PPRT, et je pense que, en tout cas, ça a permis, comment dirais-je, de faire de la chirurgie fine plutôt que de la chirurgie de guerre. Voilà.
juste une question et puis peut-être essayer de partager avec vous une réflexion. D'abord, vous disiez que cette conférence était animée par un tiers. Vous pouvez nous donner un peu le profil de ce tiers? Ça, c'était la question. Et peut-être une autre, à savoir si depuis que cette conférence a été créée, est-ce qu'il y a eu une modification substantielle portée à l'installation qui a engendré de nouvelles demandes avec une enquête publique? Autrement dit, est-ce que cette structure a illustré sa capacité à accompagner l'évolution d'installations existantes, y compris dans le cadre de procédures de participation du public traditionnelles ou classiques? On collecte les dernières questions, de manière que tu puisses répondre de façon groupée, Mme Chalopin et Christelle Lasbous. Votre micro ne marche pas. Mais ça ne marche pas. On sait très bien que les enquêtes publiques liées dans le cadre, enfin qui existent dans le cadre d'un PPRT sont toujours en général très conflictuelles. Est-ce que justement cette conférence de riveraine a permis d'apaiser cette conflictualité qu'on vit presque systématiquement dans le cadre de toutes les enquêtes publiques? Et Christelle Lasbous, FNSEA, qui est aussi intéressée. Excusez-moi. Il y a forcément des choses qui poussent. Je voulais savoir si la composition de la commission, de la conférence, c'est-à-dire la participation effective des habitants de la commune, avait évolué au fil du temps. Est-ce que les gens avaient pris plus d'intérêt pour la commission, la conférence, ou avaient perdu de l'intérêt? Et si c'était toujours les mêmes qui participaient, ou s'il y avait des changements. Enfin, voilà, c'était en termes de participation. Est-ce qu'il y a eu des événements tiers depuis? Non. En tout cas, pas significatifs. Mais ce qui est intéressant de voir, par exemple, c'est que les habitants peuvent parfois se saisir d'autres sujets. Par exemple, on a pu participer très concrètement au débat sur la transition énergétique, parce que la question vient régulièrement quand on a une raffinerie comme voisin, quand est-ce qu'elle ferme? Et ça, c'est quand même c'est plutôt une source d'inquiétude, parce qu'on sait en même temps que c'est aussi une richesse pour le territoire, que c'est de l'emploi. Donc ça a été l'occasion, par exemple, à 3 reprises d'inviter des intervenants extérieurs, géologues, etc., pour parler de les ressources fossiles, on en est où, le gaz de schiste, pourquoi il y en a qui sont pour et qui sont contre. Il se trouve que dans la vallée de la Chimie, au sud de Lyon, on a par exemple GDF Suez qui vient installer un démonstrateur, qui crée une petite usine de démonstration de biogaz 3e génération. Donc on les a invités, ils nous ont présenté leur processus. Donc ça, en même temps, je trouve que ça fertilise vraiment des réflexions sur l'ensemble de ces sujets-là qui sont extrêmement importants. Est-ce que ça apaise des tensions éventuelles? Oui, mais c'est jamais totalement garanti, parce que ça les déplace. Mais clairement, je le dis des fois avec un peu d'humour, quand je regarde les sites Total en France, c'est le seul où il n'y a pas d'association de riverains. C'est pour ça que je vous posais la question. Donc je constate. Je ne sais pas s'il faut attribuer cette vérité, mais clairement, en tout cas quand je regarde les autres sites, et il y a des choses qu'on peut comprendre. Moi j'ai vu les réactions d'un collectif qui s'est constitué autour du bassin de l'étang de Berre et de Fos-sur-Mer, parce que voilà, quand les gens reçoivent des diagnostics sur leurs habitations, il faut qu'ils changent la charpente, qu'ils refassent les façades, qu'ils changent les fenêtres, sans avoir plus de préparation que ça, c'est violent, quoi. Donc je pense qu'il y a des moyens quand même d'éviter cette violence-là. Après, on ne peut pas empêcher des gens d'exprimer leur opposition dans certaines situations, mais je pense que quand ils ont compris les raisons aussi qui fait qu'on leur demande de mieux se protéger, et qui plus est qu'on ne leur présente pas la note à la sortie, il y a quand même plein de raisons de penser qu'ils sont bien à même de comprendre. Sur l'intérêt de la population, madame,
très sincèrement, on vient là de renouveler les membres de la conférence riveraine. On avait encore largement plus de candidats que de postes à pourvoir. Moi, je pense que, c'est des outils auxquels il faut consacrer des moyens. Vous me posiez la question de qui était l'animateur. C'est un journaliste. Donc quelqu'un qui a une certaine indépendance d'esprit, qui va chercher aussi les réflexions, creuser un peu qui ne se contente pas de distribuer la parole, quoi, qui est un peu actif, ça c'est important. Et quand je dis les moyens, c'est effectivement parce que, par exemple, les membres de la conférence riveraine ont décidé d'aller un jour à Dunkerque, voir après la fermeture de la raffinerie de Dunkerque, comment ça se passait. Voilà, ils ont un budget, ils font leurs arbitrages. C'est la commune qui abrite le budget, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui en soit le réceptacle. Bon, on a une petite section analytique qui fait que c'est quand même eux qui le voient, qui le votent et qui nous disent comment ils souhaitent l'utiliser. Donc je pense qu'il faut accepter que ces mesures-là aient un coût. Moi, je tenais beaucoup à ce que la commune en soit cofinanceur à même hauteur que l'industriel, pour qu'on ne soit pas accusé d'être l'otage de l'un de l'autre. Et l'intérêt est manifeste, et pas seulement pour les questions liées au risque industriel. Moi, ce que je constate, c'est que les gens sont aussi très attentifs à la question de l'emploi, à mesurer cette question-là, qui plus est par les temps qui courent. Quand on a un gros employeur sur une commune, on a envie de savoir il y a combien de personnes, et comme les stratégies souvent de ces grands groupes ont été plutôt d'externaliser les fonctions peu qualifiées et de se centrer sur les fonctions qualifiées, oui, les fonctions qualifiées qui travaillent à la raffinerie, ils n'habitent pas Feyzin, parce que c'est pas l'endroit où on habite, c'est pas l'endroit de rêve quand même. Donc y habitent seulement les pompiers, qui sont obligés par leurs fonctions, alors que hier, c'est un employeur qui est passé de 1800 à 600 salariés. 1800, évidemment, il y avait beaucoup plus d'impact sur le bassin local, mais l'externalisation de toutes les fonctions non qualifiées font que. Donc cette question de l'emploi est vraiment essentielle. Et puis on se rend compte que c'est aussi le sujet et je dirais le réceptacle de plein d'autres sujets intéressants. Je pense, je vous ai évoqué tout à l'heure la question de la biodiversité, mais parce que voilà, les questions de l'énergie, du futur dans ce domaine-là, ont été amenées par les habitants eux-mêmes. Il n'y a pas eu, je dirais, une volonté expresse, ni de ma part, ni de la part de l'industriel, de les amener sur ces sujets-là. Ils s'y sont venus tout seuls, quoi. Je remercie encore. Donc, nous nous retrouvons, si vous voulez bien, donc jeudi prochain, à 9h30, aussi ponctuellement qu'on a fait aujourd'hui. Je vous suggère que je vois bien qu'on est vraiment en phase de concentration au sens géométrique du terme, c'est-à-dire de vraiment réduire le champ de nos débats sur les sujets concrets et pratiques sur lesquels nous devons statuer. Donc, est-ce qu'il ne serait pas judicieux que chacun ayant amené ou produit sa contribution écrite, nous découpions la matinée de jeudi prochain en 5-6 thèmes sur lesquels il faut qu'on se dise, bon alors, qu'est-ce qu'on répond à telle question, et qu'on consacre 30-40 minutes à chaque, de manière à éviter le syndrome habituel qui est que l'une des questions reste non soldée à la fin. Je peux vous dire, dans le débat loi Macron, où je suis immergé depuis maintenant, nous avons le projet, mais ce n'est pas encore mis dans le règlement du Sénat, de subdiviser le temps global de 13 ou 14 jours de séance, de manière que le dernier titre ne soit pas traité 4 fois plus vite que le premier. Ce n'est pas encore en vigueur, et là, les 2 premiers jours sont vraiment la démonstration pathétique à quel point c'est utile. Donc, et le dernier jour le sera encore plus. Donc je vous suggère qu'on fasse comme ça pour la première réunion où je dirais on touille les sujets sur lesquels nous devons déboucher sur des prises de position collectives. Maître Hulot. Oui, simplement, est-ce qu'on pourrait avoir un cadrage, Monsieur le Président? Je vais essayer de vous le faire en disant, voilà les 5 questions qu'il faut qu'on essaye d'approfondir dans les 3h30 qu'on a,
Et donc, ça fait 42 minutes par question. Si on s'arrête à 5. Merci à tous et à jeudi prochain.